C'était chouette parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs, les jeunes étaient à fond au niveau des intrigues et il y avait une mise en scène incroyable. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast de Rubrica in Histoire Braise, Enquête du patrimoine. Le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent l'histoire et le patrimoine en Bretagne. Je suis Axel Gerin et aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle façon de s'immerger dans le patrimoine. En effet, nous allons nous intéresser à la Chaoud d'Anime, une agence d'animation et de création de jeux basée juste à côté de Nantes, qui fait entre autres des jeux liés à l'histoire et au patrimoine. C'est pourquoi j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui une des animatrices de cette agence, Anaïs Petit. Bonjour Anaïs. Bonjour. Avant de commencer cet épisode, je tenais à m'excuser auprès de nos auditeurs et auditrices pour les petits bruits parasites qui vont s'inviter durant cet épisode. Pour commencer l'interview, est-ce que Anaïs Petit, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la Chaoud d'Anime ? Donc Chaoud d'Anime est une agence d'animation qui crée des concepts de jeux ludiques mais aussi sérieux. Donc on existe depuis 2012 et on a développé toutes sortes de jeux comme des escape games, des murder parties, des chasses au trésor ou autres boîtes d'animation ludiques. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez dans cette agence ? Je travaille à Chaoud d'Anime depuis 5 ans. J'ai fait un BTS développement animation des territoires ruraux. Donc c'est là où pendant mes stages, j'ai découvert l'agence Chaoud d'Anime. Donc avant de devenir salariée au sein de l'agence, j'ai été animatrice saisonnière pendant certaines prestations où ils avaient besoin. Donc au fur et à mesure et après je suis rentrée dans l'agence. Et alors comment est-ce que ça se passe le processus de création d'un jeu ? Souvent c'est une demande d'un client qui souhaite faire une animation sur un thème en particulier. Donc on échange avec lui sur ses objectifs, quel thème, pour quel public, quel secteur, où il souhaite réaliser l'animation. Et avec tout ça, on propose une animation qu'on crée du coup sur ce thème. On fait des recherches. On fait beaucoup de recherches internet, sur les livres, pour justement en apprendre davantage. Et après ça, il y a un processus de création où on crée une histoire, on fait des énigmes et après, avec tout ça, en découle la création de l'animation. Et alors, à quel corps de métier est-ce que vous faites appel pour créer ces jeux ? Est-ce qu'il y a seulement l'équipe d'animation ou bien est-ce que vous faites ponctuellement appel à un metteur en scène, un accessoiriste, pour rendre plus vivant encore ce jeu ? Alors des fois, il n'y a que nous, les animatrices, et des fois, effectivement, on travaille avec des intermittents du spectacle pour mettre en scène les animations, donc avec des comédiens qui jouent le rôle de personnages pour rendre cette animation encore plus attractive et encore plus dynamique. Et on travaille aussi avec des artistes comme des caricaturistes ou autres, parce qu'on fait aussi le domaine événementiel, donc pour des spectacles événementiels pour toutes sortes de publics. Ok, et alors combien de temps ça prend à peu près pour imaginer un jeu ? Alors tout dépend du jeu. Par exemple, une murder party, ça va prendre 3 mois. Alors que peut-être un jeu de piste, ça peut prendre 1 semaine à 15 jours. Enfin, ça tout dépend du jeu. Si c'est un jeu qui va durer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, voilà. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte que forcément, on peut pas trop définir un temps de création. On peut pas dire que dans 3 mois pile la murder sera faite. Ça peut être 2 mois, ça dépend. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Alors j'imagine que vous devez être rodé en création de jeux, que vous devez avoir plein d'idées qui pop quand vous avez une commande. Mais alors, est-ce que justement vous réutilisez un peu les mêmes mécanismes qui fonctionnent bien ? Ou est-ce que vous essayez d'en trouver de nouveaux à chaque fois ? Alors non, on essaye de pas tout le temps reprendre les mêmes mécanismes, justement parce qu'il y a des animations qu'on fait chez plusieurs clients, voilà, et donc on risque de retrouver le même public. Donc non, on est toujours là à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux mécanismes pour que ça reste quelque chose même aussi d'intéressant pour nous à créer. Donc souvent ma collègue du coup qui est en charge de la création, Aurélie, elle regarde beaucoup d'émissions, elle feuillete beaucoup les réseaux, elle regarde, elle essaye de s'enrichir d'énormément de choses. La moindre chose qu'elle va voir, ça va l'enrichir pour trouver de nouvelles idées pour la création.
Alors nous, dans notre podcast, on s'intéresse surtout à la manière dont on peut s'immerger dans l'histoire et le patrimoine. Et justement, l'année dernière, vous avez animé un jeu de pistes dans Rennes, qui était sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ? Alors là, on a été en collaboration du coup avec Arnaud qui a travaillé, qui a fait appel à nous pour l'aider dans certaines choses de ce projet-là. Nous, on a surtout été là pour emmener certains matériels et pour gérer tout ce qui était administratif au niveau de cet escape game. La plupart de la création revient à Arnaud. Et après, voilà, il nous avait transmis toutes ses idées et le jeu qu'il avait créé. Donc, on avait pu regarder avec lui pour voir si tout était correct. Voilà, c'est l'aider si besoin. Mais la plupart de la création revient quand même à Arnaud. Et alors, qu'est-ce qui se passait concrètement pendant ce jeu ? Donc là, c'était surtout la libération de l'Orient avec les Américains. Donc le but, c'était que les jeunes parcourent la ville de l'Orient à la recherche de boîtes, d'énigmes et d'acteurs pour trouver qui était le traître afin de le condamner et de faire la libération. Donc c'était chouette parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Les jeunes étaient à fond au niveau des intrigues. Et il y avait une mise en scène incroyable avec tout ce qui était la moto, les déguisements, avec tout ce décor-là. Donc c'était très chouette pour eux de faire découvrir cette histoire-là à travers le jeu. Quand on découvre le patrimoine français à travers du jeu ludique, c'est plus simple de le retenir que c'est vrai que quand on apprend simplement par des livres. Et alors, pour nos auditeurs et auditrices, là, vous parlez de Lorient, mais parce que le jeu a été fait à Lorient et à Rennes, c'est bien ça ? Exactement. Pour en savoir un petit peu plus sur cet escape game géant qui a eu lieu à Rennes, nous recevons également Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, vous êtes vous aussi animatrice à la Chèvre d'Anime. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en plus sur ce projet ? Comme Anaïs, elle l'a expliqué, c'est un projet qui, à la base, a été demandé à un de nos fidèles partenaires, Arnaud, qui fait un peu le même métier que nous, mais plus du côté spectacle. Et en gros, l'objectif était de créer un escape game sur la libération. Donc, il y a eu Lorient, il y a eu Rennes. Donc sur la libération des villes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'objectif était de créer un jeu avec un parcours dans la ville, avec différents points où les lycéens vont à la rencontre de comédiens pour résoudre des énigmes, mais aussi prendre connaissance de certains faits historiques et de certains personnages en fait de l'époque. Est-ce qu'avec la Chèvre d'Anime, vous menez souvent des projets en lien avec l'histoire et le patrimoine ? Oui, effectivement, on travaille donc avec les collectivités. Et pendant les journées du patrimoine, ils cherchent souvent à mettre en avant leurs biens d'une manière plus ludique pour attirer toutes sortes de publics. Donc effectivement, nous, on travaille sur toutes sortes de thèmes. Et donc quand c'est le patrimoine, c'est assez enrichissant de se documenter, de créer un jeu pour mettre en valeur une ville. Par exemple, il y a l'année dernière, l'événement national, c'était le patrimoine français. Donc ça, c'était assez riche. Et donc, du coup, on a créé un kit PDF Escape Game pour les bibliothèques et médiathèques. Et ça mettait en valeur, du coup, tout le patrimoine français, que ce soit dans le bâtiment, mais aussi la gastronomie, la parfumerie. Vraiment, tout le patrimoine qu'on peut retrouver en France qui est très, très riche. Aujourd'hui, quand on parle de vulgarisation, d'immersion dans le patrimoine, on a l'impression que pour être un peu vendeur, il faut utiliser des sujets un peu vendeurs, un peu glamour. Est-ce que vous avez l'impression de devoir réutiliser des clichés historiques justement pour pouvoir attirer votre public ? Ou bien est-ce que vous réussissez à aller dans des endroits de l'histoire un petit peu moins connus ? Alors, on essaye vraiment de mixer les deux ensemble. Tout d'abord, par le scénario qu'on va choisir, on va se rapprocher énormément de la réalité. Et après ça, on va ramener du ludique au niveau des énigmes, au niveau des intrigues. Il faut mixer les deux ensemble parce que l'un ne va pas sans l'autre et c'est le plus important pour faire passer le message. Sachant que on a dû mêler histoire réelle et fictive. Puisque forcément dans le cadre du jeu on est obligé de broder un scénario autour de ce qui s'est passé pour en faire un jeu.
on essaye quand même de rester dans un cadre assez plaisant pour faire passer des messages, mais sans aller dans une dramatisation et revenir sur des faits ultra graves, quoi. On reste quand même sur un côté très ludique, très fun, tout en intégrant en fait les événements réels et les personnages réels, quoi. Est-ce que pour participer à vos jeux, il faut avoir des références historiques de base ? Non, on peut arriver sans rien connaître, bien évidemment, puisque l'objectif, c'est aussi, ça peut être une façon de découvrir ce qui s'est passé sur une époque donnée ou sur un lieu, par exemple. On a aussi fait un escape game qui retraçait 600 ans de l'histoire d'un bâtiment. Donc on peut arriver sans rien connaître. Le but, c'est pas de faire du déballage de culture G, c'est vraiment de venir découvrir tout en jouant et s'amusant, quoi. Et alors, combien ça coûte à peu près ce genre de jeu ? En fait, tout dépend du client. Tout dépend de ce qu'il y a à mettre en place sur le jour J. Et souvent, quand on est sur des collectivités, tout dépend des subventions qui peuvent être allouées. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de budget type. On peut aller d'un budget à 3 chiffres comme on peut aller sur un budget à 5 chiffres, quoi. Vous voyez ? Voire plus. Il n'y a pas trop de règles, en fait. Tout dépend du client et du projet, de ce qu'il y a à mettre en place le jour du déploiement du jeu, et puis des subventions reçues, parce que, par exemple, ça nous est arrivé d'avoir des clients qui reçoivent de grosses subventions qui nous ont permis de mettre du plus sur le jeu créé, comme de l'hologramme, de la réalité virtuelle, enfin d'aller sur des choses un peu high-tech pour refaire vivre des personnages d'époque. Alors justement, en parlant de vos commanditaires, quel est leur objectif ? Parce que souvent aujourd'hui, l'histoire est seulement utilisée comme un décor pour stimuler l'imagination. Est-ce que c'est la volonté de ces commanditaires pour faire quelque chose d'assez ludique ? Ou est-ce qu'ils ont quand même un objectif d'apprentissage, un objectif pédagogique ou de médiation ? Non, il y a toujours un objectif de médiation et d'enseignement, surtout quand il y a des subventions. Parce que quand il y a des subventions, ils ont des comptes à rendre. Et donc l'animation ou le jeu rentre vraiment dans un projet global avec un objectif de médiation et d'enseignement. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux, Aurélie et Anaïs. C'est à vous. Merci. Maintenant, nos auditeurs et auditrices en savent beaucoup plus sur la façon dont fonctionne une agence d'animation, mais aussi sur cette façon d'entrer dans l'histoire et le patrimoine en immersion. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.